Bonjour, bonjour nos très chers auditeurs, heureux de vous retrouver pour cette deuxième rendez-vous, j'allais dire table ronde, mais pas du tout, rendez-vous avec nos super ergonomes. Laurent Medioni qui a mis un L minuscule à son prénom, mais c'est pas grave, il va le corriger peut-être. Elisabeth Ayala qui a un E majuscule sur son prénom. Et donc, ben voilà, je ne vais pas vous les présenter parce qu'on les a présentés déjà à la première table ronde, mais sachez qu'ils sont ergonomes et si vous souhaitez en savoir plus, ben n'hésitez pas à aller à la première table ronde, vous en saurez plein. Et puis, continuez à nous regarder, comme ça vous en saurez encore plus. Alors, on va se réserver un temps pour l'ergonomie. Pour vous, j'ai eu plein de questions. Mais Stéphanie, tu as coupé Laurent pendant les TMS. Mais Laurent, il en voulait tout savoir. Mais Elisabeth. Ben bon, j'ai eu plein de questions. J'ai plein de petits retours. Donc, je sais que là, vous allez répondre à beaucoup d'entre eux. Ce que je vais maintenant vous proposer, c'est en effet vous laisser la main, mais juste avant, on va voir en synthèse Laurent Roger qui va arriver à la fin, qui va tout écouter de son oreille au top. Et du coup, ben voilà, vous en saurez une synthèse de tout ce qu'on va passer juste à la fin. Eh bien, mes chers ergonomes, Elisabeth et Laurent, je vais vous laisser la main, mais avant, juste une petite chose, en effet, l'étymologie de ce mot ergonomie. Ça vient du grec ergon, travail, et nomos, loi ou science du travail. On est d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette étymologie. En même temps, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça tombe bien. C'est pas mal. Alors du coup, je vous laisse la main. Dites-nous en plus l'historie. Voilà, la définition, on va commencer, puis après, dites-nous un petit peu l'historie de l'ergonomie. Alors, niveau définition, Laurent, je te vois en train de commencer à parler. À toi. J'allais passer la parole à Elisabeth puisqu'elle est à l'origine du mot ergonomie et puis moi, je viendrai prendre la parole par la suite. Bon, ben, on change tout. Ça tombe bien. Adaptabilité. Elisabeth, à toi. En fait, tu as donné donc, le sens du mot ergonome. Voilà. Qu'est-ce que tu veux comme… La définition. En fait, c'est l'étude. En fait, c'est l'étude du travail dans un objectif clair. C'est comprendre le travail pour améliorer le travail. En fait, c'est adapter l'environnement qui soit l'environnement en termes d'organisation, de biomécanique pour l'être humain, prendre tous ces paramètres en compte pour justement améliorer les conditions de travail. Merci. Et c'est tellement important. Vous allez voir, hein, vous qui nous écoutez, c'est vraiment essentiel parce que si on n'y prête pas garde avant d'avoir bobo, eh ben, les bobos après peuvent être conséquents. Et surtout, vous inquiétez pas, je vais les laisser parler. Surtout, en fait, il faut adapter le travail et pas que l'homme s'adapte au travail. Donc, je pense que ça, c'est la différence qu'il est important de préciser. À toi, Laurent. Je vais rajouter quelque chose parce que il y a l'origine en fait de l'ergonomie. Alors, on a une origine, le terme inventé au 19e par des Polonais. On a aussi l'origine de cette étude de l'activité qui est, alors celle que je connais, celle qu'on m'a transmise, ce sont au moment où les Américains entrent en guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de former des pilotes et en urgence. Et en fait, leur formation est fortement allongée parce qu'ils constatent que les cockpits d'avions et les postes de commande des avions sont très complexes. Et ils ont commencé à réfléchir à rendre ces postes de pilotage moins complexes. Et l'origine de l'ergonomie, ce serait ça. Et c'est après, en 1949, qu'on met en lien l'amélioration des conditions de travail avec le terme ergonomie. Voilà. Comme quoi, en effet, hein, ce sont entre guillemets des toutes petites choses qui peuvent changer
beaucoup et qui finalement conserver l'outil que l'on est, le garder en santé, et bien, ça passe par l'ergonomie. Donc, imaginez à l'échelle d'une entreprise, d'une usine, d'un bureau, de même, on a eu quelques personnes qui sont venues nous voir en disant « Oh oui, mais vous savez, le télétravail, moi, ça ne me concerne pas. Je suis à mon compte, je suis entrepreneur, je suis à la maison. » Ben si, justement, vous êtes à la maison, vous êtes entrepreneur. Donc, ben, écoutez ces conseils et voilà, soyez éveillés. Alors, ce que j'ai envie de vous poser comme question, ben quoi qu'apporte l'ergonomie, justement? Alors, l'ergonomie, ça va apporter un éclairage. Ça va apporter un éclairage entre deux systèmes. Un système de l'activité prescrite, c'est ce que l'entreprise va demander à son salarié, et puis le système de l'activité réelle. Et c'est voir un petit peu les différences qu'il y a entre l'un et l'autre pour les mettre, pour corréler ces deux-là, pour que ce qu'on demande aux salariés, c'est effectivement le besoin qu'il y a de l'activité. Et pas avoir de gap entre les deux. En effet, c'est ça, pas avoir de gap entre les deux. Et même, vous parliez dans des derniers échanges que finalement, ça apporte de la productivité en plus parce que le fait de ne pas avoir de gap, ça fait qu'on est vraiment pleinement, consciemment en santé à son travail. Alors bien sûr, l'objectif de l'ergonomie, c'est améliorer les conditions de travail. Et en diminuant ce gap, en rapprochant le prescrit du réel, on va effectivement prendre en compte l'ensemble des facteurs, c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure, pour améliorer les conditions de travail. Mais en améliorant les conditions de travail, il est bien évident qu'on va aussi aller vers une amélioration de la productivité. Quelqu'un qui est bien dans son activité va probablement mieux travailler. Alors, tu me dis quelqu'un, c'est intéressant ça, mais justement, à qui apporte l'ergonomie? L'ergonomie on en a parlé un tout petit peu. va concerner l'ensemble des acteurs de l'entreprise et hors entreprise aussi. Les acteurs de l'entreprise sont le salarié, c'est son manager, c'est le N+2, c'est la direction de l'entreprise, c'est l'ensemble qui va être concerné par l'ergonomie. C'est l'ensemble qui va être, à qui l'ergonomie va pouvoir éclairer des situations de travail qui sont liées aux produits, qui sont liés au poste de travail, mais qui sont aussi liés à l'organisation, qui sont liés à l'individu, à l'humain. Alors le poste de travail, ça peut être adapter une table, adapter une chaise, adapter un outil. L'organisation, c'est est-ce que la fluidité organisationnelle va permettre une activité la plus simple possible. C'est mon histoire de cockpit d'avion. C'est est-ce que je peux faciliter les outils qu'il y a dans mon cockpit d'avion pour que je puisse apprendre plus facilement. Et puis, l'humain, ça peut être une formation. C'est là aussi mon histoire de cockpit d'avion. Quel type de formation? Comment je vais organiser ma formation? De quoi est-ce que j'ai besoin? De quelles données j'ai besoin? De quel savoir j'ai besoin pour réaliser cette activité? Moi, je rajouterais quelque chose en plus, c'est faire parler le métier. Et parler le métier, ça crée du lien entre les gens. C'est-à-dire que on crée en fait une dynamique entre les personnes, les salariés, et on arrive en fait à trouver quelque chose de constructif pour améliorer, faire parler le métier, faire parler les gens. Et ça, c'est très appréciable en fait. Alors, Elisabeth, tu parles beaucoup de collectif. Là, tu en parles peu, tu dis peu le mot, mais en effet, là voilà, toi, c'est vraiment ta racine, en effet, et puis Laurent pour le mot aussi. Hein. Le collectif, en effet, améliorer l'individu, l'entrepreneur, le manager, le salarié. Et finalement, ça revient à améliorer pour tous, pour ce collectif et finalement pour cette entreprise et ce travail.
Alors justement, où? Parce qu'en ce moment, les choses, puis nous, on est dans le cadre beaucoup du télétravail. Où? Ça se passe où, l'ergonomie? Là, on peut travailler. L'ergonomie, c'est en fait comprendre le travail. Donc, tu peux travailler depuis chez toi, tu peux travailler depuis un chantier, depuis un bureau, depuis dans une salle de découpe, là où se trouve le métier, enfin, là où en fait on travaille, à partir de là. Donc, Qu'est-ce que ça peut tu être en à la penses? maison. Oui, bien sûr, bien sûr. Et avec ce télétravail, nous sommes concernés par justement ces contraintes que connaissent les salariés au quotidien. Euh, et l'ergonome, justement, a sa valeur ajoutée, puisque l'ergonome a une connaissance, une pluridisciplinarité qui peut répondre justement à toutes ces contraintes. Effectivement, le travail, c'est partout. C'est partout, c'est à la maison. C'est le commercial qui va travailler, qui va faire une partie de son activité dans sa voiture parce qu'il a 2 heures d'attente avant le prochain rendez-vous. Il n'a pas d'espace autre que la voiture pour travailler. Donc, quelles recommandations? Comment est-ce qu'il travaille dans sa voiture? Tout ça, l'ergonome va pouvoir effectivement apporter des recommandations. Étudier la situation. Est-ce on a moyen de faire mieux en termes d'organisation? On va peut-être aller travailler pour le commercial sur sa tournée. Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser Optimiser. en fait tous les facteurs qui contribuent à l'activité et le télétravail, hein, puisque c'est un peu le cœur de notre sujet aujourd'hui, le télétravail en fait bien entendu partie. Il y a l'espace de coworking aussi. Vous nous parliez l'autre jour de ces lieux qui sont empruntés, si on peut dire. Et voilà, en effet, des espaces de coworking. C'est ce qu'on appelle des tiers-lieux. Moi, c'est ce que j'aime bien appeler les lieux hors entreprise. C'est la maison, c'est l'espace de coworking, c'est un espace qu'on va partager avec d'autres qui vont ressembler à l'espace de coworking. Ce sont des lieux hors entreprise. Hein, c'est ce qu'on peut télétravailler de partout. Il y a du télétravail qui s'est mis en place dans des hôtels. Parce que les personnes n'arrivaient plus à travailler chez elles. Il y avait les enfants, les femmes, pendant le confinement notamment, les femmes et enfants qui donnaient une activité qui rendait impossible de travailler à la maison. Donc, il a fallu trouver d'autres solutions. Les espaces de coworking n'étaient peut-être pas nécessairement adaptés ou ils étaient trop loin. Et donc, les hôtels ont proposé leurs chambres pour effectivement faire du télétravail, et ça reste du télétravail. Dans ces lieux-là. Alors justement, là, c'est intéressant parce qu'en effet, dans ce moment du confinement, du télétravail forcé, on s'en est rendu compte, mais à quel moment, quand est-ce qu'on s'en occupe de l'ergonomie? Quand est-ce on va voir notre ergonome, comme tu disais très judicieusement, comme on va voir notre ostéopathe ou notre généraliste? Mais c'est vrai finalement, à quel moment, quand est-ce qu'on s'en occupe, quoi? Quand est-ce qu'on prend soin de nous? Moi, je dirais, je ne sais pas, Laurent, si tu es d'accord avec moi, le plus en amont possible de tout projet, quel qu'il soit. C'est-à-dire en termes de réorganisation, de mise en place d'un télétravail, de modification d'outils, tout ce qui apporte une modification, un changement, l'ergonome a sa vraie valeur ajoutée. Alors effectivement, le plus en amont, c'est le mieux. Alors en ergonomie comme en prévention, on va distinguer trois étapes de la prévention. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire, c'est j'ai pas de soucis, j'ai pas nécessairement d'accident ou de maladie dans mon entreprise, mais j'ai un projet et je veux intégrer le facteur conditions de travail dans ce projet. Et donc, on est en prévention primaire et on met les choses en place sans urgence, sans pression. Et puis, je vais prendre l'autre extrême, c'est la prévention tertiaire. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à travailler parce qu'elle a un problème d'épaule
où j'ai un nombre conséquent d'accidents du travail dans mon établissement. Et là, on arrive un peu en tant que pompier. C'est qu'est-ce qu'on peut faire déjà dans l'urgence pour limiter les difficultés. Et puis après, on repassera dans une autre forme de prévention en secondaire ou primaire. Mais déjà, à ce moment-là, c'est de l'urgence. Donc, on peut intervenir à toute phase d'un projet. Le plus efficace, c'est d'intervenir le plus en amont possible, au moment des choix. Je prends l'exemple d'un projet architectural. Si on arrive au moment où les plans commencent à sortir, eh bien, on pourra apporter un avis sur les plans. Si on arrive au moment où les plans sont terminés et que la construction est terminée, on va apporter un avis. Mais si l'avis est pris en compte, ça veut dire qu'on défait tout. Autant vous Tu dire as que dans déjà ces eu une cas-là, l'architecte expérience n'est pas comme vraiment ça, ouais, content. Laurent, où vraiment ton point de vue a eu un tel impact qu'en effet, tu as dû faire modifier des choses sans quoi les gens allaient avoir des impacts forcément de santé. Est-ce que tu as une expérience que tu trouves particulièrement marquante? Alors, j'ai des expériences effectivement dans ce domaine, mais ce qui me paraît important à dire, c'est que les architectes, quand on arrive, on est sur un projet architectural, hein, sur mon exemple, quand on arrive en fin de projet, ils sont pas vraiment contents de nous voir arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'on va pouvoir dire, ça remet en question toute une masse de travail préalable. Et si eux prennent, pour certains en tout cas, en compte l'aspect visuel, l'aspect esthétique du projet, en mettant peut-être de côté l'aspect conditions de travail, eh bien, quand on arrive, nous, sur le projet, plus le projet est avancé, moins c'est facile de changer les choses. D'où Plus la on va être vigilance que confronté à vous des blocages. portez, Bien sûr. d'où la vigilance que vous portez à nos auditeurs, aux personnes que vous nous regardez, hein, vous qui nous regardez, d'où l'importance d'être en amont, d'être vraiment au début du projet et de faire ces tables rondes qu'on réalise chez Erudicio, les faire pour vos projets. Parce que finalement, en effet, plus il y a de personnes et de sciences autour de cette table, et plus beau sera le projet, plus loin et plus de mérite aura-t-il, et il apportera aussi autant aux personnes qui l'utilisent. Merci de cet éclaircissement. Merci beaucoup, Laurent. C'est même, c'est également appréciable, hein, la valeur ajoutée de l'ergonome quand un informaticien justement est en train de travailler sur un outil informatique ou un projet sur un outil métier. Il est important que l'ergonome l'accompagne justement pour le guider sur son interface et l'utilité et la facilité que l'utilisateur aura sur ce nouvel outil. Donc, nos chers auditeurs, vous qui êtes là derrière l'écran, voilà, prenez bien ça. On souhaite vraiment vous éveiller là-dessus. Et après, il n'est jamais trop tard pour bien faire, bien sûr. Mais voilà, en amont, ça vous apportera beaucoup plus de sécurité et de maîtrise finalement de votre projet et de santé pour l'ensemble des personnes. Oui, et puis moins de pression, je pense, moins de pression parce que en ayant pris en compte le facteur conditions de travail en amont du projet, les salariés vont être plutôt positifs sur le projet en question. On prend en compte leur façon de fonctionner. Donc, c'est tout positif. Alors maintenant, on va aller sur un chapitre à moins que vous souhaitiez rajouter quelque chose. Oui, j'allais dire, a priori, ça coûte un petit peu d'argent, mais par rapport à un projet architectural ou par rapport à un projet lambda. Ah, mais ça, on y arrive, ne t'inquiète pas. On n'y est pas encore. Mais tout à fait. Je me permettrai de rajouter, en fait, Laurent, tu parlais de… Quand? À quel moment? Oui. Oui, donc on reviendra sur le côté financier. Voilà, mais je on vais reviendra quand même en sur le parler. côté parce qu'il est important. Il est important. Oui, il est essentiel. et malgré tout, je pense que ça coûte un petit peu d'argent au départ, mais c'est vraiment pas grand-chose par rapport au projet final, au projet global, et on va voir tout à l'heure. Un peu plus loin, t'inquiète pas.
Au contraire, Elisa, tu voulais dire quelque chose? Oui, je suis désolée de vous avoir interrompu, mais en fait, j'étais vraiment partie dans mon idée. Quand tu parlais de prévention primaire, Laurent, effectivement, moi, je mets le DUERP dans cette prévention primaire et Document. l'ergonome, Alors, pour les non-initiés, qu'est-ce qu'un DUERP? document unique. Aide-moi, j'ai un doute. L'évaluation des risques professionnels. En risque Super. professionnel. Donc, en Excuse-moi, je effet, suis Elisa vraiment partie a raison, c'est essentiel, hein. On Oui, l'a dit au niveau du juridique, on l'a dit lors de la première table ronde, mais vraiment, s'il y a un premier document à bien veiller et qui est finalement un outil, hein, il a une utilité, et ben c'est ce DUERP. C'est bien ça? et en fait, les ergonomes peuvent aider justement à Tout à l'établissement fait, en tout à amont. fait, Voilà, tout à fait en amont. Merci. Mais non, mais c'était utile. Donc, c'est bien en amont. En règle générale, c'est bien en amont. Alors, comment, c'est la question, comment est-ce que vous intervenez? Quels sont vos outils pour intervenir? Comment? On a différents outils ergonomiques, mais qui sont plutôt assez empiriques en fait, hein, puisqu'on va partir d'entretien, d'observation, d'analyse de situation. On va étudier les documents internes de l'entreprise. Et tout ça, on va le mettre en lien avec des connaissances techniques, avec nos connaissances sur l'organisationnel, avec nos connaissances sur l'humain, pour apporter en fait un projet, enfin pour apporter une analyse globale et pluridisciplinaire, c'est ce que disait Elisabeth tout à l'heure, hein, d'une situation de travail. L'ergonome, il connaît beaucoup de petites choses, beaucoup de débuts de domaine. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir une vision sur plein de sciences différentes. Après, il n'est pas expert dans chacune de ces sciences. Donc, il va parfois s'appuyer sur des experts autres. Ça peut être le psychologue du travail, ça peut être des ingénieurs hygiène et sécurité. Bref, d'autres experts peuvent participer et peuvent travailler en pluridisciplinarité. Mais l'ergonome connaît un petit peu de tous ces domaines et ce qui permet d'orienter, s'il n'est pas capable de le mettre en œuvre, en tout cas d'orienter vers tel ou tel expert. Super, super, en effet. Comme quoi, hein, on le dit souvent au sein des Ruditio, tout seul, on va haut, mais à plusieurs, on va plus loin. Et là, en effet, l'ergonomie, c'est beau. C'est aussi un bel outil, une façon d'agrandir un petit peu et puis de porter plus loin le projet que vous avez pour la santé, ce qui est quand même assez magistral. Elisabeth, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? En fait, Laurent, tu avais dit qu'en fait, le métier de l'ergonome, c'était le travail. Tu as dit en fait le travail notre métier, c'est votre travail. C'est ça? Ou le contraire, c'était ça? Tu avais dit ça? Je ne t'entends pas. Oui, vous savez, laissez vos micros ouverts, on n'est que trois. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Je ne t'entends pas. Tu t'es mis en mute. Oui. Voilà, démute-toi. En Laissez fait, vos micros ouverts, on n'est que trois. Tout va bien. En fait, Laurent a raison. En fait, notre métier, c'est le travail des autres, en fait. Et c'est les autres qui nous apportent de la matière. Et c'est très enrichissant parce qu'on on s'imprègne des métiers. Et c'est ce qui peut également nous apprendre à, à faire évoluer les choses. Et en fait, effectivement, c'est une discipline et un métier extraordinaire. Voilà. Je voulais juste rajouter ça. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez vu un peu comme ils sont passionnés de leur job? C'est pas merveilleux, ça? En effet, ben voilà, c'est une des plus belles façons de faire passer son métier, sa mission, quelque part. Hein, c'est d'être passionné de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Donc, en effet, ben comment? Tout simplement avec des sciences, parce que finalement, l'ergonomie, c'est une science qui s'appuie sur d'autres professionnels et vous ne vivez pas en vase clos. Et c'est ce pourquoi, voilà, d'ailleurs, vous êtes deux ergonomes, c'est pas un hasard.
Et en effet, du coup, l'utilité, c'est d'être finalement pluridisciplinaire, d'être toujours dans la dynamique, toujours s'adapter. Alors, des immeubles, des métiers, finalement, l'ergonomie, elle est partout et elle est même dans votre salon. Vous, nos auditeurs, ceux qui êtes là juste de l'autre côté, elle est aussi dans notre salon. Et vous savez quoi? Mes ergonomes préférés, ben, ils m'ont drivé. J'ai dû changer d'ordinateur, de chaise et de table. Et j'ai plus mal. Et ça, Alors, justement, oui, parle-nous-en un petit peu de ça. oui, ce n'est pas toujours le cas. Hein, toi, tu Non, étais vraiment dans une organisation catastrophique, mais j'étais juste face à ma fenêtre, c'est tout. voilà, c'est pas toujours le cas. Parfois, il suffit simplement d'un réglage de chaise, de remettre un écran à la bonne hauteur, de rapprocher un clavier, d'organiser un petit peu le poste de travail. Ça nécessite pas nécessairement d'investissement et ça peut permettre d'enlever la douleur qu'on a au niveau des cervicales, d'enlever la douleur qu'on a au niveau de l'épaule. Et il y a énormément, en fait, ça fait quelques années, excusez-moi, ça fait quelques années, j'ai oublié d'enlever la Pas de selle. souci. Ça fait quelques années que je pratique l'ergonomie Oui. et, et j'ai eu beaucoup de situations sur lesquelles il n'y a pas eu d'investissement du tout à réaliser. Et voilà, un simple réglage, une simple mise en forme du poste de travail a suffi pour améliorer de façon significative les conditions de travail de la personne qui faisait appel à nous, ou alors du groupe de personnes pour lesquelles on pouvait faire une sensibilisation. D'ailleurs, c'est exactement ce que vous dites hein, dans votre formation, la formation que vous avez faite pour l'ergonomie, pour le post-travail, justement au début de confinement. Et c'est ça qui est très bien, c'est qu'en effet, on voit vraiment Elisabeth driver, j'allais dire, par toi, Laurent, par rapport à ça. Et finalement, en effet, des fois, c'est qu'une posture, c'est qu'une… Et l'impact est énorme. Moi, je ne pouvais plus poser ma tête sur l'oreiller. C'était réglé. Et j'imaginais plein de choses, plein de choses. Et finalement, non, il a suffi de faire… Voilà. Alors, j'ai investi un petit peu parce que j'estime que ça vaut le coup. Et je vous le souhaite de pouvoir le faire. Mais finalement, rehausser les pieds, c'est ce que tu nous expliquais, c'est ce que tu nous expliquais, Elisabeth, Laurent. Des fois, positionner autrement, finalement, sa main. Donc voilà, vous êtes fort de propositions et on n'a pas besoin d'investir des mille et des cents. Alors justement, on en vient au combien. Combien? Combien ça coûte les coûts directs, voilà, combien? Allez-y, je vous laisse la main. Combien ça coûte? Eh ben, De ne pas faire attention à ça, peut-être déjà, non? Pardon? De ne pas faire attention à ça déjà, de ne pas prêter attention. Oui, alors combien ça coûte? Moi, j'ai envie de prendre la question d'une autre façon. Combien coûte une problématique, des troubles musculo-squelettiques à l'épaule? Combien va coûter un trouble musculo-squelettique au coude? Sur les statistiques qui ont été données par les caisses régionales d'assurance maladie, une épaule, ça coûte en tout, pour coûts directs et indirects, 35 000 €, je crois. 265 jours d'arrêt. Pour un individu, Pour sur un une individu, histoire. pour une problématique, une capsulite, une problématique à l'épaule. Sur un coude, c'est, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que c'est autour de 15 000 €. 150 jours d'arrêt. Donc, ça a des coûts vraiment significatifs. Alors, pour la société, et en société, j'entends d'une part l'entreprise, et puis la société d'une façon générale. L'entreprise, pourquoi? Parce que la personne qui va s'arrêter, allez, mettons une centaine de jours, 3 mois, il va peut-être falloir la remplacer. Donc, ça va avoir un coût, mais on va la remplacer par quelqu'un qui n'est pas nécessairement formé. Ou alors, ce sont ses collègues qui vont prendre le relais Donc, surcharge de travail pour les collègues qui vont, alors ça va peut-être coûter en heures supplémentaires, mais les collègues vont peut-être à un moment pas apprécier de faire beaucoup plus que ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils sont en mesure de faire. Et donc, ça génère des difficultés qui sont hormis le coût dont on a parlé, des difficultés en interne à l'entreprise. Et puis, celui qui a le plus de difficultés, c'est le salarié.
Parce que le jour où le salarié se retrouve avec une grosse problématique à l'épaule, il va peut-être revenir au bout de 200 jours ou 250 ou 264 jours, je crois, le chiffre exact. Mais il risque d'avoir des séquelles pendant un petit moment avant que les problématiques se résolvent. Moi, je rajouterais qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont parce que l'usure professionnelle, les maladies professionnelles, euh, sur le long terme, la personne risque de effectivement être lourdement handicapée si on ne s'en occupe pas en amont, en fait. C'est un problème qu'il faut traiter en amont. Ouais, qu'il est important de traiter en amont. Oui. Alors, on a un chiffre à donner. Tu voulais des chiffres, un chiffre, Oui, et tes j'aime amis, les chiffres. je vais en donner un en termes de prévention. 1 € dépensé en prévention, c'est 2,20 € de gagné de bénéfices. Et alors là, ça veut tout dire. Et les 2,20, c'est un minimum. Ça, on peut gagner beaucoup. L'entreprise peut gagner énormément à mettre en place de la prévention. Alors, imaginez, il nous parlait tout à l'heure de 38 000 € pour un cas, pour une histoire. Donc, faites le calcul, 2,2, c'est énorme, nos chers auditeurs. Prenez soin de vous, prenez soin de vos équipes, prenez soin de votre entreprise, de la rentabilité, de la profitabilité de votre entreprise. Vas-y, Laurent, je sens que je t'ai interrompu, je vais me faire gronder. À Non, toi. j'étais tout oui par rapport à ce que tu disais. Je suis complètement d'accord avec toi. La prise en compte, et je crois qu'on n'aura jamais, on ne le dira jamais assez, la prise en compte en amont des situations de travail dans une dynamique de prévention est fondamentale pour tous, pour les salariés comme pour les responsables de l'entreprise. Oui, Elisabeth, justement, qui a un passé que je connais un petit peu, sans citer de nom, c'est des choses que tu as pu constater aussi dans ce que tu as vécu, dans ce que tu as traversé. Oui. Hein? Je me suis aperçue que certaines choses, si elles avaient été, certaines situations avaient été anticipées et réfléchies, on n'aurait pas vécu ce qu'on a pu vivre avec des personnes en souffrance physique et psychique, si effectivement l'aspect primaire de l'intervention avait été fait. Pour situer un tout petit peu, Elisabeth a un passé dans un grand groupe français. Et donc, en effet, voilà, ce sont des cas qu'elle a vécu aussi de la même façon que Laurent. Ce sont vraiment des cas que vous avez vécu, c'est de l'expérience que vous en avez retiré. Est-ce que, par exemple, vous auriez une expérience particulière qui vous a marqué, un cas qui aurait pu être peut-être évité? Alors, Laurent, tu réfléchis. Elisabeth, peut-être à toi? Sans dévoiler, le but n'est pas là, est vraiment de construire, d'éveiller les esprits, c'est essentiel. Je préfère pas en parler, excuse-moi. Eh bien, pas de souci. C'est ça aussi le métier de l'ergonomie. Et c'est essentiel, c'est ce domaine privé. Voilà, c'est essentiel. On travaille dans le bien-être et dans la santé. Et il y a des domaines qui ne doivent pas être révélés. Est-ce que toi, Laurent, Oui, moi, je vais vous raconter une ou deux histoires avec plaisir. Qui me sont arrivées. C'est une personne qui avait une problématique. J'aime bien raconter cet exemple parce qu'il est vraiment caractéristique. C'est une personne qui avait une problématique visuelle, avec un œil qui ne fonctionnait plus et un autre œil qui avait une courbe sinusoïdale quant à ses capacités. Et donc, on me demande d'intervenir auprès de la personne qui ne croyait pas vraiment à mon intervention. Et puis, je commence à faire un entretien avec elle dans un bureau qui est très lumineux. Et je me retrouve, moi, dos à la fenêtre, elle face à la fenêtre. Rapidement, je constate qu'elle était très gênée par la luminosité avec son handicap et je lui propose de changer de place. Et à partir de là, elle a commencé à me faire confiance. Et à écouter ce que je pouvais lui dire et surtout à me dire ce qu'elle avait à me dire.
Bref, on continue l'intervention. Je l'amène à un moment chez un spécialiste de la basse vision. J'apporte mes connaissances du poste de travail de la personne et là, on commence à essayer différents outils et on tombe sur un outil et la fille se met à pleurer, mais à chaudes larmes. Et en me disant, ça fait des années que je souffre et la solution était là. Et, on a mis en place cet outil sur son poste de travail avec d'autres outils, bien entendu. Et puis, ça fait 4 ans que j'ai fait cette intervention. J'ai eu des nouvelles là pour les fêtes parce qu'elle est restée en contact avec moi. Elle m'envoie les vœux tous les ans en me disant merci, merci, merci pour ce que tu as apporté. Et elle est restée dans l'entreprise et elle est passée chef d'équipe, chef manager sur l'entreprise. Et je trouve que c'est une intervention qui fait plaisir. Enfin, Magistral, je veux dire bien parce que j'ai sûr. gardé des contacts, on a gardé des contacts ensemble. Alors, vous voyez, auditeur, des fois, il suffit de pas grand-chose. Une intervention d'un ergonome, en effet, ça peut tellement gagner parce que cette personne, qu'est-ce qui serait passé in fine? Potentiellement, elle aurait perdu la vue, ou pas loin de l'être. Ça n'a pas été Alors, le cas. oui, Non en fait, seulement elle ça n'a aurait pas peut-être pu été le perdre son cas, travail plutôt. Elle aurait pu perdre son non travail seulement parce ça n'a qu'elle pas n'avait été pas le cas, travaillé. mais elle a été tellement profitable pour l'entreprise qu'elle en est devenue manager. Donc, ce qui prouve que quand même, voilà, la rentabilité, elle est au bout. La santé, c'est une des armes magnifiques et pour la fidélisation de votre clientèle et pour voilà, le bien-être, la fluidité qui est si chère à ton cœur, Laurent, et le collectif qui est si cher à ton cœur, Elisabeth. Ben voilà, ce sont tout simplement des outils. Prenez soin de vos équipes, prenez soin de vous. Alors justement, on va passer à la question de pourquoi en 2 mots. Si tant est qu'on a encore besoin d'y revenir, mais bon, pour vraiment rentrer dedans, accompagnement aux accords d'entreprise, finalement, en effet, il y a pas mal de choses. Je vous laisse peut-être la main qui souhaite prendre les… Alors, l'accompagnement aux accords d'entreprise, on parle là enfin, plutôt de télétravail. C'est-à-dire que la Exactement. situation sanitaire a amené les entreprises à mettre en place du télétravail en urgence au mois de mars, du télétravail qu'on a reconduit au dernier confinement là, au mois d'octobre, octobre-novembre, et puis c'est une expérience qui va changer notre regard de l'activité. Demain, quand la crise sanitaire sera passée, il nous restera le télétravail, très, très, très probablement dans un nombre significatif d'entreprises. Et donc, c'est comment le mettre en place. Qu'est-ce qu'on doit, à quoi il faut faire attention? Alors, on ne va pas, nous, en tant qu'ergonome, écrire l'accord d'entreprise, mais on va participer à cet accord en parlant quels outils on peut mettre en place, quelle organisation on peut mettre en place, quel est le point de vue de l'ergonome sur les différents accords, sur les différents aspects de l'accord d'entreprise. Tout à fait. Comme nous disait dans la précédente rendez-vous avec Audrey sur la partie juridique, voilà, ces accords sont essentiels et le point de vue de l'ergonomie est juste structurant parce qu'en effet, on est dans un nouveau cap. On est rentré dans le monde du télétravail et c'est sûrement appelé à s'inscrire parce que comme on a dit aussi avec Audrey, ça peut faire partie maintenant des points forts des entrepreneurs que de l'offrir aux travailleurs. Alors, autant, vous, chef d'entreprise, vous, entrepreneurs, vous, managers, vous, salariés, vous, personnes qui êtes à la maison et qui travaillez, et bien voilà, l'ergonome est là pour vous accompagner dans ces bonnes pratiques, dans ces bons outils, dans cette passion qu'il a à transmettre pour que votre entreprise soit vraiment profitable et pour que, ben voilà, que les TMS ne soient que des lointains souvenirs et pas des capsulites. Parce que alors, Laurent Elisabeth saurait me dire bien mieux que moi, parce qu'on a mal placé le bras et que finalement, ben voilà, une table droite, c'est mieux qu'une table arrondie. Mais bon, je ne suis pas ergonome. Mais voilà, ils sont là, les ergonomes, pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous apporter leur science. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que l'on vient
de partager avec nos auditeurs, avec les personnes qui sont juste de l'autre côté. Elisabeth, Laurent, Elisabeth. Non, je pense que tu as fait le tour. Tu as fait le tour de façon synthétique parce que c'est vrai que l'ergonomie, c'est très large. Mais on a abordé tous les sujets, tous les points de vue de l'ergonomie. Dire qu'en fait, l'ergonomie crée du lien. Je pense que c'est important de le dire, parce que l'ergonomie fait parler le métier et le travail. Et tout le monde est concerné par le travail, le dirigeant, le management, le salarié, tout le monde. Donc, je pense que l'ergonome est là justement pour que les personnes se parlent et, et arrivent à aborder de façon sereine le point de vue du travail. Donc, je ne sais pas si tu es OK, Laurent, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit. Oui, oui, non, je pense qu'effectivement, c'est l'ergonomie va créer du lien. Moi, j'aime, c'est ce que tu disais, Stéphanie, j'aime cette terminologie de fluidité dans l'activité. Et c'est vraiment ce que personnellement je recherche en fait quand je fais mes interventions, c'est mettre du lien, mettre de la fluidité dans les organisations. Alors, tu sais que tu viens de faire un geste très révélateur. C'est toucher le lobe de l'oreille, ce qui Oui, prouve qu'il est complètement dedans, il est complètement conscient et en réconfort avec ce qu'il dit. Eh oui, mais c'est pas rien, les gestes ont une valeur. le geste parle. Mais voilà, comme quoi, voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus du cœur. Alors, vous avez rajouté un petit quelque chose aussi, qui sont finalement des chiffres. Est-ce que toi, Elisabeth, qui doit peut-être les avoir, et t'inquiète pas, je vais te guider si besoin, tu nous as fait des magnifiques schémas, d'ailleurs, que Vianney, parce que vous le connaissez, va nous faire passer. Le télétravail, mais est-ce que je peux te laisser la main? Tu les as ou pas? Si tu les as pas, t'inquiète pas, ils sont là. Non, je pense qu'en fait, les chiffres, c'est Laurent qui les a mis sur le… Laurent qui les a mis. J'ai dénoncé mes petits camarades. À toi, Laurent. Est-ce que tu les as sous les yeux? Sinon, ben voilà, tout simplement, de toute façon, vous pouvez les lire. Il y a le télétravail a augmenté. On était en 2019 à une trentaine à peu près. On est passé en tout cas à 41, mais voilà, après le confinement, à ce moment-là. Il y a eu 44% de nouveaux travailleurs depuis vraiment les origines jusqu'à là. Et maintenant, on est à 84% qui veulent poursuivre le télétravail après le confinement. Vous imaginez 84%. C'est énorme, c'est énorme. Je crois que de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le télétravail, c'est quelque chose on a tourné une page d'une certaine organisation de l'activité qui se fait dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va sur la mise en place du télétravail de façon pérenne. Non plus par rapport à la crise sanitaire, mais parce que c'est une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place. Les accords d'entreprise sont en train de fleurir. Les demandes d'intervention pour accompagner les salariés à l'organisation de leur poste de travail. Alors, on fait de la sensibilisation, on fait de la formation sur la mise en place du télétravail. En formation, on peut le faire en collectif, on peut faire des interventions en individuel pour les personnes qui sont notamment en situation de handicap. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, toutes ces demandes arrivent actuellement pour l'accompagnement de l'entreprise, l'accompagnement des salariés sur cette mise en place du télétravail. Super, et ben c'est bien. Alors justement, vous avez, on le voit, vous avez aussi marqué les difficultés parce que, ben oui, c'est du beau et c'est du bien qui arrive, mais il y a aussi des difficultés. Je vous laisse la main ou je les évoque, c'est comme vous souhaitez. Vas-y. Séparer le temps privé du temps perso, donc ça c'est une difficulté, vous voyez les chiffres. Manager à distance, on en a parlé sur d'autres métiers et on en parlera encore, maîtriser des outils, gérer et organiser le travail, et puis en effet, le collectif, l'isolement, la santé psychologique, tout ça, il y a en effet à redire et c'est des sujets que vous aborderez encore
Oui, vas-y Laurent. Oui, oui, ce sont tous les sujets qu'on aborde au moment où on accompagne les entreprises sur leur mise en place d'accords télétravail, pardon. Et Lapsus, ça arrive juste. c'est un autre sujet. Donc, d'accord sur le télétravail, quand on parle d'organisation de l'entreprise sur le télétravail, eh ben, on aborde ces questions d'équilibre vie privée, vie pro. Euh, ces questions d'outillage, enfin, ces différentes questions, l'isolement, etc. Voilà. Et du coup, il y a aussi des très bonnes choses, qui est le meilleur équilibre de vie privée, meilleure qualité de vie au travail, meilleur équilibre de vie de façon générale, j'ai des bêtises, meilleure qualité de vie au travail, les meilleures efficacité, et ça, on en a parlé longuement, et une plus grande autonomie. Et tout ça, en effet, ben voilà, quand on est bien, on est plus autonome. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose avant que Laurent Roger n'arrive pour sa synthèse, parce qu'il nous a suivis, du bon oeil. Alors, est-ce que vous avez un petit mot, le petit mot de la fin de Laurent, Elisabeth et Laurent, nos ergonomes? Prenez soin de vous. Tout Oui, en fluidité, en collectif. je pense que c'est une belle fin que de se dire de prendre soin de soi, prendre soin des autres aussi, ça peut être sympa. Et puis, vivez des expériences ergonomiques, vous allez voir, ça apporte pas mal. Eh bien, on accueille notre Laurent Roger, qui est notre monsieur synthèse. Laurent, tu es presque là. Et ça y est, plus que l'image. Ça y est, à toi. Bienvenue. Merci, j'étais pas sûr de, j'étais pas sûr de l'éclairage, j'avais éteint, je rallume, voilà. Eh bien, merci de m'accueillir et bravo à tous les trois et notamment à nos ergonomes Elisabeth et Laurent. Pour la synthèse, parce qu'une fois de plus, on essaie de se tenir à 3/4 d'heure pour les rendez-vous avec. Donc ce soir, aujourd'hui plutôt, c'était rendez-vous avec Elisabeth et Laurent. Je vais essayer de faire une synthèse très très synthétique à nouveau. Je promets, je vais essayer au fur et à mesure de te laisser plus de place. C'est parce Promis. qu'on a trop de choses à dire les uns et les autres. Mais ce qui est très bien, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Entièrement d'accord. Voilà. À Ok. toi. Le plan était tout à fait construit. Donc, en fait, je vais reprendre le même plan, mais en développant bien moins que vous, bien entendu. Hein. C'est l'esprit d'une synthèse. Donc, vous avez commencé par définir ce que c'est que l'ergonomie. OK, ergon, nomos, travail, loi, c'est la science du travail. Et son objectif, c'est donc l'étude du travail pour adapter les conditions de réalisation de l'activité aux travailleurs et non l'inverse, ne pas adapter le travailleur aux conditions d'activité. Grosso modo. Hein. Donc, c'est un éclairage sur la différence entre l'activité prescrite, c'est-à-dire celle qui a été imaginée en amont, et puis l'activité réelle, celle qui a lieu effectivement sur le terrain. Donc, le but, c'est bien d'améliorer ces conditions de travail, ce qui génère au passage une amélioration de la productivité. Donc, tout le monde est gagnant. Qui ça concerne? Eh ben, en fait, ça concerne tout le monde. Ça concerne la direction, ça concerne les salariés, ça concerne les managers. Et l'idée que… je le dirai à la fin, parce qu'en fait, c'était le mot de la fin d'Elisabeth, sur le métier et le collectif. Où ça s'applique? Eh ben, partout où l'on travaille. Donc, effectivement, dans l'entreprise, mais également chez soi, en espace de coworking. Et puis même dans la voiture, j'ai bien aimé l'anecdote de la voiture, du commercial itinérant. Sa voiture, c'est son bureau, parfois c'est presque sa maison. Donc l'ergonomie peut intervenir aussi à cet endroit-là. Je ne l'aurais pas soupçonné, j'avoue. Partout où l'on peut travailler, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc je ne vais pas le répéter. Quand? Le plus en amont possible. Et je peux faire un lien directement avec le combien, c'est le lien que Laurent avait commencé à faire, c'est-à-dire
plus on considère l'organisation et l'activité en amont des problèmes, moins ça coûte à l'entreprise et à la société en général, la sécurité sociale, etc. Donc, le plus en amont possible, c'est-à-dire on va essayer de concevoir les choses dès le départ, avec les plans de l'architecte, comme Laurent le proposait. Et puis sinon, ce sera en prévention primaire, secondaire. En prévention tertiaire, je crois qu'on est presque dans la réparation déjà. On a le bobo. Voilà. Donc, je finis sur le combien. Clairement, il coûte beaucoup moins cher de prévoir les choses en amont plutôt que de les réparer, que de réparer les hommes, entre guillemets, les hommes ou les femmes, bien entendu. J'ai noté 1 euro investi en prévention permet d'éviter de dépenser 2,20 €. Ça donne une proportion que je trouve assez parlante. Comment? Eh ben, l'ergonome donc a plusieurs cordes à son arc. Il connaît beaucoup de sujets, beaucoup de domaines, sans en être spécialiste. Et il fonctionne par observation, par entretien, étude de documents internes, pour produire une analyse de la situation et des préconisations par la suite. Et alors, pourquoi? Dans quel but? Et c'est là que vous avez fait un lien direct avec le télétravail, parce que tout ce que vous avez exposé, en fait, concerne l'ergonomie en général, mais également l'ergonomie dans le cadre du télétravail. Dans le cadre du télétravail, on a donc l'ergonomie peut accompagner, ou l'ergonome, bien sûr, peut accompagner dans le cadre de l'accompagnement des accords à tout niveau. On ne va pas détailler tous les accords. Ça a fait l'objet de notre point juridique. D'une partie, voilà, partie. du rendez-vous d'Audrey Coste, la juriste. Également, l'analyse d'organisation en télétravail, qui est vraiment une particularité. Là, je ne sais pas si vous, en tant qu'ergonome, vous pourrez peut-être le dire après, vous avez rencontré déjà des études à faire dans des situations de télétravail avant 2020, mais je pense que ça devait être très rare. Sensibiliser en fait toutes les parties prenantes de l'entreprise à cette notion-là, et puis des aménagements individuels. Voilà, c'est un peu ce que j'ai noté. Après, en conclusion, j'ai beaucoup aimé vos conclusions respectives. Alors, celle d'Elisabeth, moi, en tant que psychosociologue, qui m'a particulièrement touché, puisqu'elle dit « l'ergonomie crée du lien en faisant parler le métier ». C'est vraiment une expression que je trouve assez extraordinaire. Je ne suis même pas sûr de savoir exactement ce que ça veut dire, mais je trouve qu'il y a presque de la poésie là-dedans. Et surtout, créer du lien, c'est-à-dire entre l'individu et le collectif, ça, c'est l'objet de la psychosociologie, donc c'est pour ça que j'y suis particulièrement sensible. Et puis, la conclusion de Laurent, favoriser la fluidité dans l'activité et dans l'organisation. Grosso modo, je l'ai retranscrit comme ça, c'était peut-être pas la formulation exacte, mais je pense ne pas trahir vos pensées respectives. Voilà, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup Laurent Roger pour ta synthèse qui était passionnante. Merci Elisabeth, merci Laurent Elmedoni pour votre participation à ce deuxième rendez-vous avec. Merci beaucoup et j'espère que vous, auditeurs, vous avez été éclairés sur des choses que finalement on va modifier des curseurs parce que c'est important. Modifier un tout petit curseur, ça fait transformer, j'ai parlé de l'effet papillon, mais malgré tout on y est, ça peut vraiment faire transformer des choses et des vies. Donc prenez soin de vos équipes, entrepreneurs, prenez soin de votre entreprise, vous salariés, prenez soin de vous, car chacun d'entre nous, entrepreneurs, managers ou pas, salariés, eh bien, ou indépendants, artisans, notre corps, c'est notre premier outil. Donc voilà, prenez soin de vous. Hein. C'est Laurent Elisabeth qui le disait, Laurent qui l'a aussi ressouligné. Eh bien voilà, prenez soin de vous, puis prenez soin un petit peu de nous aussi. Si vous avez aimé, likez. Si vous souhaitez vous abonner, avec plaisir. Si vous souhaitez vous mettre en contact, avec bonheur. Et puis, à très bientôt. Ainsi s'achève notre deuxième rendez-vous avec. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour dire au revoir? À bientôt. Ça a été un plaisir d'être avec vous tous. C'était un bonheur, un plaisir. Et avec tous les auditeurs. Exactement. Et on fait le lien. Et on garde le lien.
À très Merci. bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.